C'est une des plus grandes entreprises au monde. Son patron, Jeff Bezos, est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète. Amazon, un nom qui fascine et qui indigne à la fois, car la société est passée maîtresse dans l'art de l'optimisation fiscale. La brutalité utilisée avec ses employés choque également. Et certaines de ces innovations technologiques menacent les libertés fondamentales. Merci, Benoît Berthelot, d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous avez passé 3 ans à enquêter sur Amazon. Donc, le résultat, c'est ce livre, hein, Le Monde selon Amazon, publié au Cherche Midi. Mais honnêtement, à vous lire, moi, je crois que vous auriez pu le titrer L'Enfer selon Amazon ou L'Enfer d'Amazon, tout simplement. C'est sûr que, en fait, c'est une entreprise qu'on connaît très bien, Amazon, mais on voit qu'une toute petite partie de cette entreprise. C'est pour ceux qui sont clients, l'écran, quand on commande son produit, le livreur qui vient apporter le colis. Mais en fait, ce que j'ai découvert dans cette enquête, c'est que c'est une entreprise qui est beaucoup plus vaste et qui touche à beaucoup plus de sujets que ce qu'on peut imaginer. C'est le commerce, mais c'est aussi le cloud, énormément d'activités dans l'Internet. C'est la logistique, c'est des avions, c'est des camions. Fusées même aussi. Des fusées, la conquête spatiale. C'est toute une organisation du monde, en fait, et tout un modèle de société aussi, en fait, qui est développé avec cette entreprise, puisque Amazon a 650 000 employés, beaucoup plus que tous les autres Google, Facebook et Apple réunis. Donc en fait, c'est un GAFA, comme on les appelle, qui est particulier pour ça. Il a aussi une philosophie très particulière. spéciale. On va y revenir justement. Amazon, malgré ses 650 000 employés, ce n'est pas une aventure collective, hein. C'est la vision et la pensée d'un seul homme, hein, Jeff Bezos. Qui est-il vraiment? Vous l'avez croisé, hein, mais vous n'avez pas pu le rencontrer, vous l'avez croisé, il faisait du vélo, vous l'avez couru après, Voilà, mais jamais d'interview. J'ai fait une enquête de voisinage dans son quartier et il est passé à vélo alors qu'il faisait son sport. Effectivement, et les demandes d'interview que j'ai posées sont restées lettres mortes. Un journaliste français l'intéresse probablement pas beaucoup. Mais Jeff Bezos, il a 55 ans. Il a commencé, c'est vraiment un surdoué, il a commencé à travailler dans la finance à New York. Et c'est là qu'en 1994, il a vu qu'Internet était en pleine croissance. Et il s'est dit que le commerce allait forcément passer par Internet un jour. Il a commencé par la librairie, en s'installant à Seattle, en livrant des livres, qui était l'objet le plus facile à livrer par Internet. Et dans un petit garage, hein, il l'a fait exprès, je crois aussi. Enfin, c'est comme ça bien que sûr, vous la le relatez. mythologie de la Silicon Valley commençait dans un garage. C'était un peu une étape obligée. Il est très soucieux aussi de sa communication. C'est un homme qui est tout le temps dans le contrôle. Vraiment, même jusque dans ses affaires, et surtout dans ses affaires privées. On l'a vu à l'occasion notamment de son divorce, hein, et puis ensuite de la menace de photos intimes qui auraient pu être dévoilées. Il a pris tout ça directement, il a tout dit pour contrôler jusqu'au bout. Oui, voilà, il est toujours maître de son image, quoi qu'il arrive. Et là, il s'est retrouvé en très fâcheuse posture avec ces photos effectivement intimes qui étaient en possession d'un tabloïd américain. Et il a dévoilé la demande de chantage de ce tabloïd. J'ai aussi, pour faire ce livre, écouté toutes les interviews, toutes les conférences qu'il a données depuis 25 ans. Et c'est frappant de voir à quel point il répète toujours les mêmes histoires, les mêmes anecdotes qui font rire les gens au bon moment. Il a un côté un peu robot, en fait. C'est ce que vous dites, hein, et vous avez rencontré de nombreux cadres, hein, dans l'entreprise, des gens qui ont pu le rencontrer ou le côtoyer. Et ce qui en ressort souvent, c'est son manque d'empathie. Oui, il a un côté... il est tellement, tellement lui-même fort, et c'est sûr que c'est un génie. Il imagine que tous les autres doivent être comme lui, et il ne pardonne pas la médiocrité parmi ses proches. D'ailleurs, tous les dirigeants d'Amazon qui sont à ses côtés, on les appelle les Jeff Bots, les robots Jeff, parce qu'ils sont comme lui, ils ont la même manière de penser. Et en fait, sa philosophie dans le travail, il l'a infusée à l'intérieur de toute l'entreprise via les 14 commandements. Oui. Dont je parle. Ça ressemble un peu aux 10 commandements, mais version ultra-libérale. Et on a l'impression, justement, avec ces 14 commandements, que quand on entre chez Amazon, eh ben, on entre dans une secte avec pour gourou Jeff Bezos, qui, il faut le rappeler aussi, est un libertarien, c'est-à-dire que s'il y a le moins d'étapes possible, il y est très favorable. Hein. Bien sûr, absolument. Évidemment, le refus des taxes autant que possible. Et le côté gourou et secte, c'est des employés d'Amazon eux-mêmes qui me l'ont dit, 1, puis 2, puis 3. Donc je me suis dit, oui, il y a vraiment effectivement un sujet là-dessus. Ils ont des règles internes comme placer la barre toujours plus haut, atteindre des objectifs qui semblent irréalisables aux yeux de beaucoup. C'est ces règles-là qui poussent les employés chez Amazon parfois jusqu'au burn-out dans les bureaux
et dans les entrepôts à suivre des cadences qui sont parfois infernales, on peut dire inhumaines, quand il s'agit de battre toujours les records d'envoi de colis le plus rapidement possible. Cette brutalité, elle a quand même émergé. On en a beaucoup parlé. Il y avait eu cette enquête sur ces livreurs Amazon en Grande-Bretagne qui n'avaient même pas le temps d'uriner, en fait, et c'est ce qui est le cas en France aussi, vous le décrivez également. On a l'impression, si on va un peu dans la psychologie, que Jeff Bezos, avec son obsession pour le client doit toujours être satisfait, on doit même devancer ses désirs, on a l'impression qu'il ne faut pas de frustration, il faut de l'immédiateté. Est-ce que c'est un peu ça quand même? C'est complètement ça. Évidemment, le e-commerce permet ça. Vous êtes dans votre canapé, vous n'avez pas besoin d'aller au magasin, vous commandez d'un clic. D'ailleurs, j'interroge l'inventeur de ce brevet qui permet de commander en un seul clic sans avoir à retaper son adresse, ses crédits, son numéro de carte bancaire. Ça, c'est une invention d'Amazon. Et ils vont même jusqu'à réinventer le commerce de cette façon dans le monde réel, puisqu'Amazon a lancé des magasins sans caisse aux États-Unis où vous entrez, vous scannez votre téléphone, vous êtes suivi par des caméras et des capteurs. Vous prenez les objets dans les étagères et vous repartez sans payer. Évidemment, vous êtes débité sur votre compte bancaire. Et on a vraiment l'impression, en fait, que l'objectif de Jeff Bezos, c'est de remplacer l'humain au sein de son entreprise. Il y en aura toujours, mais s'il y en a moins, je pense qu'il ne serait pas mécontent. Des robots, justement, dans les entrepôts, on en voit à l'instant. Des drones à la place des livreurs, ça, c'est Prime Air. C'est la prochaine étape, on prochaine étape, on va voir les images, d'ailleurs, qui vont être diffusées. Voilà, donc ça, c'est des images qui ont été tournées en Angleterre, à Cambridge. C'est là où se trouve le site de R&D secret d'Amazon, de recherche et développement sur les drones de livraison. Et j'ai retrouvé cette maison-là où habitait ce monsieur, qui était le premier client Amazon Prime Air. Voilà, je suis allé juste à côté de ces champs et j'ai pu observer. C'est 800 mètres, c'est pas des kilomètres, vous le dites dans le livre, voilà. On a l'impression que... Donc pour l'instant, les drones... C'est pas encore au point. C'est pas complètement au point. Puis il y a aussi toutes les questions de légalité. Absolument. Des objets qui pèsent jusqu'à 2 kilos, ils pourraient être livrés comme ça dans les zones, on va dire, suburbaines, les zones pavillonnaires. D'ici peut-être 3-4 ans, c'est possible. Amazon essaie d'avoir effectivement les autorisations de survol auprès des autorités américaines, en Europe aussi. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver. Évidemment, le problème principal, c'est le bruit. C'est quand même des drones qui font du bruit. Et partout dans le monde, là où ça a été testé, les riverains se plaignent pour l'instant de ça. Mais c'est un futur qui est possible selon Amazon. Alors, la réussite de cette entreprise en 25 ans qui a amené Jeff Bezos à devenir l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, ça passe aussi, et c'est très bien expliqué dans votre livre, par le peu de goût qu'a Jeff Bezos pour les impôts et pour donc son goût, en revanche, pour l'optimisation fiscale. Oui. Ça lui a permis de se développer très vite. Absolument, c'est même un avantage comparatif qu'a Amazon aujourd'hui sur toutes les autres entreprises du commerce traditionnel. Les autres entreprises, elles ont des magasins, donc on sait où elles sont, elles doivent payer des impôts là où elles sont, alors qu'Amazon, c'est le web. Et évidemment, au début, pour conquérir les États-Unis, il n'avait que 3 entrepôts dans le pays, et il ne payait des impôts que dans 3 États. Ensuite est venue la conquête de l'Europe. Le QG européen fiscal d'Amazon, c'est Luxembourg, et c'est encore là que sont remontées les activités les plus lucratives aujourd'hui encore, que ce soit le cloud, la marketplace, les entreprises qui versent des commissions à Amazon pour vendre sur l'entreprise, sur Amazon. La publicité, encore aujourd'hui, ils sont optimisés fiscalement pour payer le moins d'impôts possible. Alors avec Amazon, je le disais, se pose aussi la question de l'atteinte aux libertés fondamentales avec son enceinte connectée Echo qui enregistre notamment les gens chez eux. Mais surtout, et ça c'est vraiment intéressant dans votre enquête, vous soulevez cette question AWS. En fait, c'est une filiale très discrète, comme vous l'écrivez, d'Amazon, Amazon Web Services, qui a développé un logiciel, Recognition, un logiciel de reconnaissance faciale. Et là, il y a vraiment une crainte pour les libertés fondamentales et la société civile. Oui, les salariés d'Amazon eux-mêmes et de nombreux chercheurs en intelligence artificielle dénoncent ce logiciel parce qu'il n'est pas en fait complètement au point. Il commet de nombreuses erreurs sur la reconnaissance faciale. Notamment les femmes noires. Voilà, les femmes noires sont celles qui sont les moins bien identifiées par le logiciel. Pour des tas de raisons, c'est lié aux images qui nourrissent le logiciel pour entraîner cette intelligence artificielle. Sauf qu'aujourd'hui, elle est déjà commercialisée, cette technologie, auprès de la police américaine. Et Amazon veut la commercialiser vraiment pour les aéroports, pour la sécurité partout. Ça peut servir dans les parcs d'attractions pour retrouver un enfant qui s'est perdu, ou des choses très anodines comme ça en apparence. Mais évidemment, il y a un côté surveillance de masse qui inquiète.
Aujourd'hui, Jeff Bezos, son obsession, vous le dites à la fin de votre livre, c'est toujours l'obsession donc client. Quand il y a toutes ces critiques qui sont là, justement, sur la gestion des ressources humaines, sur ce risque pour les libertés, est-ce que lui, il en prend conscience? Je pense que ça commence à arriver à son niveau. Ce qui est sûr, c'est que dans les différents pays où Amazon est présent, la prise de conscience est là. On peut prendre l'exemple de la France. En France, Amazon était dans le top 10, était même premier dans les enseignes préférées des Français. Ils sont sortis l'an dernier du top 10 et les gens citent comme raison le fait que les conditions de travail soient mauvaises, le fait qu'il y ait trop de choix aussi sur le site, trop de produits à des prix qu'on ne comprend pas. Donc leur image de marque, elle est attaquée, aussi à cause de scandales environnementaux comme la destruction des produits neufs qui sont invendus. Donc, il y a ça quand même commence pas à mal de arriver. bad buzz C'est ça. autour d'Amazon. J'ai lu à la fin du livre que vous remerciez vos parents justement qui avaient décidé d'arrêter de commander. Oui, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais ça Je les remercie montre pas aussi... pour ça, mais c'est une remarque au passage. Mais ils ont suivi mon enquête de loin. Eux, ils ont passé une ou deux commandes sur le site dans leur vie. Et se sont retrouvés abonnés d'ailleurs sans le savoir, ce qui arrive à pas mal de gens, je crois. Mais c'est cette défiance-là, en tout cas, par rapport à ce géant. Qui arrive pour toute une catégorie de consommateurs. Amazon fait mine de ne pas s'en inquiéter pour l'instant, communique beaucoup, fait de la publicité télévisée notamment, va commencer à diffuser les sports, à s'acculturer au pays où il s'est implanté. Donc il y a quand même des stratégies qui sont mises en place. Par exemple, ils souhaitent s'inspirer en France de McDonald's, qui est un exemple d'entreprise américaine qui a très bien réussi à se fondre dans la culture du pays. Donc ils ont conscience. Ça a mis du temps, mais oui. Voilà, ça a mis du temps, mais ils y sont. Donc ils ont conscience du problème. Mais ça, c'est des choses qui seront intéressantes à observer dans les années à venir. Et vous ferez peut-être une nouvelle enquête. Merci Benoît Berthelot d'avoir été avec nous. Votre livre Le Monde selon Amazon est publié aux éditions du Cherche Midi.